problématique de cette période-là, parce que les gens ont suspendu leur déménagement, ainsi de suite. Après, 11 mai, on est reparti, et là, on a eu l'impression que le temps s'était un peu suspendu. Ça veut dire que les gens qui avaient des projets, pendant tout ce confinement, nous les avons régulièrement appelés en leur disant on pense toujours à vous, est-ce que ça se passe, notamment pour les vendeurs aussi, parce qu'ils se disaient est-ce que je vais vendre mon bien ou ainsi de suite. Et on s'est reparti le 11 mai. Et les personnes qui avaient toujours un projet l'ont mûri. Effectivement, comme vous avez dit tout à l'heure, ils ont vu que ceux qui avaient passé un confinement dans un appartement sans balcon, ils ont dans leur recherche évolué, ou un petit bout de jardin. Donc on a eu des demandes qui ont évolué, mais derrière, tout ce qu'on avait avec un peu d'espace vert, pas très loin de Dijon, est parti et les prix n'ont pas baissé. Voilà, donc c'était très agréable. On était très agréablement surpris par cette reprise. Et depuis maintenant, pratiquement 2 mois de reprise, ça se passe très bien. Alors vous disiez, les prix n'ont pas baissé, est-ce qu'ils ont augmenté ? Alors ça, c'est la même chose. Je ne peux pas vous en dire à l'instant T puisqu'on n'a pas le recul. Seul, on verra effectivement si à un moment donné, au bout de 3 mois d'activité et après la réitération par activité, c'est augmenté. L'avantage de Dijon et de la région Bourgogne, c'est qu'on a un marché assez stable. On n'a pas un marché haussier ou baissier sur des grandes crises. La crise de 2007, on l'a bien vu, n'avait pas fait augmenter de façon importante. Voilà, non, c'est régulier. Je ne peux pas vous dire à l'instant T. Donc, Zut. Non, par contre, on ne saura pas. L'avantage qu'on a, c'est que je pense que les prix vont se maintenir, peut-être pas baisser, parce qu'on a un avantage, c'est qu'on a des taux bas. Alors, malgré que tout le monde parle du resserrement des prêts, voilà. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter, à une hausse éventuelle. Alors justement, bloqués à domicile, les Bourguignons ont pu avoir le temps de se sentir bien chez eux ou au contraire un peu moins bien chez eux. Et du coup, ça a pu faire naître de nouvelles envies. Est-ce que là encore, c'est une réalité, ça se manifeste, ces changements de comportement dans la recherche d'un bien ? Dans la recherche d'un bien, maintenant, les gens nous demandent de plus en plus parce que malgré qu'ils ont eu le temps, ils ont fait des recherches sur Internet. Et vous voyez, par exemple, on a remis un service qu'on pensait mettre en place courant de l'année 2021, c'est la visite virtuelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu une certaine maison et qui nous ont dit est-ce que vous avez des photos ? Et on a vu qu'on avait des photos et qu'on a pu faire une visite virtuelle. Donc les gens, en fait, et après, oui, leur évolution, ils ont vu que c'était important, notamment quand ils avaient un chien. Vous avez vu des gens qui régulièrement sortaient leur chien avec des autorisations. Le chien, il n'est jamais autant sorti. On le voyait, il était crevé, le pauvre chien, parce que tous les membres de la famille voulaient le sortir. C'est ça. Voilà. Et les voisins aussi se sont portés aussi volontaires, je peux en témoigner. Donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que oui, les gens ont une évolution de se dire il faut que j'ai un petit chez moi, mais avoir qu'une pièce supplémentaire, parce que même chose. Vous voyez, on a eu des personnes qui m'ont fait des recherches en disant si demain on doit refaire, il y a un confinement ou éventuellement continuer le télétravail, on a vu qu'il nous manquait une pièce, qu'on était les deux en télétravail et qu'avec les enfants, c'est impossible. Donc les gens voudront peut-être un coin bureau, peut-être de 5-6 mètres carrés supplémentaires pour se dire je mets mon bureau en télétravail. Parce que je pense que ça va se généraliser. Et je vous dis l'histoire, un peu d'espace vert, un petit balcon ou un petit terrain. Donc ça, voilà, ça sera une réflexion pour les futurs immeubles que la construire sur Rouy. Voilà, donc, effectivement, c'est une de mes questions pour M. Rouy par la suite. Voilà. Et dernière question avant de vous embêter justement, Monsieur Rouy. Qu'est-ce qui a changé dans les pratiques des agents immobiliers avec le numérique ? Vous parliez de la visite virtuelle, elle s'est développée. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Le numérique répond à une problématique aujourd'hui ? Alors oui, déjà, premièrement, moi, pour déjà pour des relations avec des clients, nous, on a pu, parce que pendant le Covid, les immeubles, il fallait être toujours présent en tant que gestionnaire ou syndic, puisqu'on a eu, comme on disait en plaisantant tout à l'heure, ça n'a pas arrêté les fuites d'eau, le Covid n'a pas stoppé les fuites d'eau, c'est bien dommage. Donc à un moment donné, il fallait qu'on puisse faire des réunions. Donc c'est vrai que moi j'ai fait des conseils syndicaux par visio, donc depuis chez eux. Et effectivement avec la numérisation, c'est que nous on a généralisé une gestion électronique des données pour mettre tout en ligne pour tous nos bailleurs, locataires, même vendeurs. Donc ils avaient tout en ligne, donc ils pouvaient accéder aux factures, regarder ce qui s'était passé pour préparer les futures assemblées générales que nous ferons et que nous commençons à faire. Derrière aussi, avec la signature numérique, ça veut dire qu'on a pu envoyer des documents aux gens et faire signer à distance certains mandats pour une future reprise. Les notaires, comme je vous expliquais, avec la numérisation, ont pu faire des actes à distance. Donc c'est vrai que la numérisation et les nouvelles technologies nous ont permis de gagner énormément de temps. Voilà. Monsieur Rouy, du côté des promoteurs, en lien avec les professionnels du bâtiment, est-ce que qui ont été invités à poursuivre le travail, il y a eu tout un débat pendant le confinement, un très grand débat entre les professionnels du bâtiment et l'État. Est-ce que les chantiers ont justement pu avancer pendant le confinement ? Est-ce que l'immobilier de demain a-t-il pu se construire ?
Alors, globalement, les chantiers se sont tous arrêtés pendant la période du confinement et ont repris sur les 3 dernières ou 4 dernières semaines du confinement avec un protocole spécial qui a été mis en place en urgence par l'OPBTP et un certain nombre d'organismes d'État pour permettre de poursuivre l'activité économique dont les entreprises avaient besoin, dont voilà, tout le secteur économique avait besoin, évidemment, pour continuer. Voilà ce qui s'est un peu mis en place sur la fin du confinement. Aujourd'hui, 100% des chantiers ont repris, certes avec du retard, avec aujourd'hui, évidemment, un rythme un peu moindre d'avancée des chantiers suite à l'ensemble des mesures sanitaires qui ont été mises en place sur les chantiers, tels que le port du masque, des désinfections extrêmement régulières, et puis des nouvelles pratiques et des nouvelles méthodes de travail qui prennent un peu plus de temps qu'avant. Voilà. Combien de retard, justement, en moyenne, a été pris pendant le confinement sur les chantiers ? Je pense qu'on peut estimer que le retard est au moins égal à la durée du confinement. Voilà, sur l'immense majorité des chantiers. Il a fallu surtout réorganiser l'ensemble des chantiers post-confinement pour remettre en place des plannings, pour remettre en place, tout le monde a dû avoir une période de réadaptation aux nouvelles pratiques et une nouvelle montée en puissance de la production sur la partie chantier. Alors, quelle est la tendance actuellement ? Est-ce que les acheteurs répondent présents ? Est-ce qu'ils sont là pour l'immobilier de demain ? Alors je dirais comme mon confrère, effectivement, la bonne surprise de la sortie du confinement, c'est qu'on a eu le même sentiment, à savoir que les gens qui devaient nous appeler le 15 mars nous auront appelé le 12 mai. Et qu'aujourd'hui, effectivement, la tendance est quand même... c'est une agréable surprise, cette reprise, c'est-à-dire que c'est ni l'euphorie, ni à l'arrêt. On est retombé sur une tendance exactement comme avant le confinement. On est sur les mêmes volumes de vente, on a à peu près le même rythme de vente. Il n'y a pas eu d'effet prix, il n'y a pas de... Voilà, alors on a des gens qui viennent sur des motifs un petit peu différents pour investir dans l'immobilier. Quelques personnes qui viennent pour placer de l'argent parce qu'ils ont un peu peur de l'avenir et de savoir ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Mais on a des gens qui ont plutôt confiance dans l'avenir, qui investissent également pour eux, qui investissent pour leur patrimoine, en vue de leur retraite. Voilà, on voit vraiment, on voit revenir nos clients assez confiants. Alors, comme M. Millet, du côté des prix, pour vous, pas de changement particulier annoncé pour l'instant ? Pour le moment, on ne voit rien de spécial sur les prix les tendances, on en parlera peut-être après, mais les tendances sont quand même pas une baisse des prix au vu de ce qui se passe au niveau de la production de logements neufs, au niveau de la tension qu'il peut y avoir sur les marchés, au niveau de la tension qu'il peut y avoir sur les coûts de construction. Moi, personnellement, à courte échéance, je ne vois pas d'effet prix à la baisse sur les mois ou sur les semestres qui viennent. Monsieur Millet, je reviens vers vous. D'après l'enquête menée par Se Loger et son OMI, 47% des futurs acheteurs ont ainsi jeté leur dévolu sur une maison, alors que seulement 27% d'entre eux concentrent leurs recherches sur un appartement. Est-ce que, Monsieur Millet, cette appétence nouvelle pour des habitations avec des extérieurs, ça peut quand même avoir une conséquence sur les prix, ou en tout cas sur l'offre ? Ça a une conséquence. Alors pour revenir aux appartements, c'est sûr qu'un appartement qui n'a pas un petit extérieur, va être fait il faut un balcon. Je veux dire que voilà, les gens voudront ce petite chose. Pour les maisons, on va retrouver un nouveau marché parce qu'avant on était assez proche. On voit qu'il y a une deuxième couronne de Dijon où les gens commencent à s'intéresser parce qu'ils sont prêts à faire un déplacement en sachant que peut-être avec le télétravail, ils vont se dire au lieu d'aller tous les jours au bureau, on va peut-être y aller qu'une fois ou 2 fois par semaine. Donc on est prêt à se transporter à 20 ou 25 km de Dijon. Ou éventuellement par rapport au train. On a vu des gens qui nous ont dit, tiens, par rapport à la ligne de train, on n'est pas contre aller sur Nuit-Saint-Georges si on a un train avec le TER qui est assez entre Châlons et notamment Châlons et Dijon qui passe, voilà, on peut avoir ça. Donc c'est vrai que l'attrait pour la maison va se renouveler. Et on a même des petites maisons où les gens se disent, tiens, on va commencer comme ça, c'est un premier investissement, il y a un bout de jardin, on fera une extension après. C'est sûr qu'on a un renouveau pour les parties périphériques. Et est-ce que l'offre répond à la demande nouvelle, justement ? Est-ce qu'il y a de l'offre ? Est-ce qu'il y aura des maisons, il y en a, mais est-ce qu'il y en aura suffisamment et à tous les budgets ? Alors, après, c'est toujours la même chose. Il y a des personnes qui ne pensaient pas vendre. Après, c'est aussi une évolution des données. Je pense que le marché va se renouveler. Donc, il y aura toujours... On a un marché qui est correct sur notre région. C'est que ce n'est pas un marché tendu. On n'a pas
40 acquéreurs pour un bien à vendre, et pas comme sur Paris. Là, je veux dire, il y a une régularité. C'est pour ça que les prix sont stables. Ça veut dire qu'il y a des produits qui vont se mettre en place et peut-être aussi par rapport à des demandes. Nous, on le voit bien, on a des demandes par rapport à certains villages autour de Dijon. Jusqu'à maintenant, on y allait. Maintenant, on y va systématiquement, on fait de la prospection et on crée peut-être une demande en disant, voilà, nous avons quelqu'un qui recherche dans votre village. Et les gens nous répondent en disant, tiens, je vais peut-être vendre. Vous voyez, c'est une question par rapport à ça. Est-ce que vous constatez une évolution dans les négociations, dans les pratiques entre acquéreurs et vendeurs depuis la reprise? Alors, en fait, les gens sont de plus en plus informés. Ça veut dire que l'avantage aussi de la numérisation, c'est que pendant le temps, ils nous regardent nos statistiques, ils les regardent par rapport aussi l'État a mis en place des statistiques de prix sur DVF, donc les gens peuvent se renseigner. Les gens sont très informés. Donc c'est vrai que maintenant, le prix, il faut que nous, tout se vend, mais il faut qu'on soit à un prix de marché. Donc la personne qui me dit, moi je vends 15 ou 20% au-dessus du marché, le bien il va rester. Par contre, donc les gens, quand ils vont venir, ils seront renseignés. Puis après, nous, c'est notre rôle de régulateur aussi. Je veux dire, un acquéreur d'aujourd'hui, c'est peut-être notre vendeur de demain. Donc on ne peut pas lui dire, voilà, non. Donc nous, c'est pour ça que j'aime pas qu'on parle de négocier, nous on conseille. Et c'est vrai que de plus en plus, nous sommes des régulateurs, donc c'est vrai que les prix restent et les gens sont bien informés. Alors, on parle beaucoup des acquéreurs, mais qu'est-ce qui motive aussi les vendeurs actuellement? Est-ce que c'est parce qu'eux-mêmes vendent parce qu'ils vont chercher un autre bien? Enfin voilà, qu'est-ce qui motive les vendeurs actuellement? Alors des fois, il y a quand même des cas. Hein. Nous avons eu, hélas, des successions, puisque suite à des personnes décédées, voilà, c'était une position. Des gens aussi qui ont vu que pendant le confinement, vivre ensemble n'était pas simple. Donc on a eu le cas d'une fois, d'une personne que nous avions... Quelques divorces éventuellement. Voilà, et c'est vrai que les gens, on voit bien. Et puis un vendeur, des fois, peut se dire, je change aussi de vie, parce qu'on a vu aussi des personnes qui se disent, tiens, je vais peut-être changer pour une autre vie où j'étais en permanence au boulot. Elle a vu qu'avec le télétravail, elle pouvait éventuellement changer de société et peut-être s'en mettre sur autre chose, voire plus petit ou plus grand. Ça dépend aussi des familles, si elles seront recomposées ou pas. Monsieur Rouy, alors on parle pas seulement de maison, mais beaucoup avec notre agent immobilier. Mais celles et ceux qui ne peuvent pas acquérir une maison et qui envisagent peut-être de changer d'appartement parce que pas de balcon, parce que veulent un rez-de-jardin, pour quelque chose de plus spacieux aussi. Suite à la crise sanitaire, est-ce que les projets immobiliers sont amenés à évoluer, à repenser le logement collectif? Je pense que oui, en partie, qu'il y a forcément des données qui vont devoir être prises en compte, encore plus qu'elles ne le sont aujourd'hui, sur la connectivité des logements, sur l'évolutivité des logements, sur le fait effectivement de pouvoir envisager de faire du télétravail dans les appartements de demain, sur les espaces extérieurs, même si le logement neuf a déjà pris en compte quand même ces demandes depuis un certain nombre d'années, parce qu'aujourd'hui, un logement neuf sans espace extérieur, dans notre région, ça n'existe quasiment pas. Depuis très longtemps, on est en avance au niveau des nouvelles technologies, avec l'ensemble des appartements neufs ont la fibre, sont déjà pré-câblés pour tous les équipements de demain. Sans compter tout le côté performantiel, énergétique, effectivement, qui est une des forces du logement neuf qu'on construit aujourd'hui. Alors, pour construire de nouveaux logements, il faut du foncier. Et Oui. dans une ville comme Dijon ou comme Besançon, la ville doit, j'imagine, se reconstruire aussi sur elle-même. Est-ce que là, c'est une difficulté pour les futurs projets immobiliers? Non, je pense que la crise actuelle ne change rien au problème. La ville de demain, elle se reconstruit sur elle-même, c'est certain, pour des questions quasiment opposées à celles qui sont exposées par mon confrère, sur la grande tendance aujourd'hui au niveau prise en compte des bilans énergétiques, effectivement, est à une volonté de la réduction des temps de transport et au fait que les gens, nos concitoyens, vivent, dorment et leur activité professionnelle dans un cercle le plus réduit possible pour éviter toute la notion de transport et de déplacement qui sont impactants pour le climat.
Donc ça ne change rien. La tendance est quand même à la ville qui se reconstruit sur elle-même. Ça ne veut pas dire forcément une ville plus dense, ça veut dire une ville mieux conçue, ça veut dire une ville dans laquelle on prend en compte tous les usages pour construire aujourd'hui des immeubles pour demain qui ont une bien meilleure qualité d'usage que ce qu'on a pu construire jusqu'à présent. En tout cas, c'est l'ambition des promoteurs immobiliers, c'est de proposer des nouvelles façons de vivre la ville, des nouveaux morceaux de ville à construire pour nos concitoyens. Donc un logement collectif de demain performant, énergétique et avec un peu d'extérieur. Suite à la crise du Covid, ça devient, j'imagine, indispensable. Oui, mais ça l'était déjà. C'est-à-dire oui. que ça l'était déjà sur le logement neuf depuis bien longtemps. Ça faisait déjà partie des standards des logements neufs depuis bien longtemps. Et vous, M. Millet, sur le logement ancien, enfin les appartements anciens, est-ce que vous constatez, là encore, que tout ce qui n'a plus de balcon, ce qui n'a pas d'extérieur, j'imagine que les appartements en mezzanine, ça va être plus compliqué? Ça va être plus compliqué dans le sens où les gens voudront cet extérieur. Après, c'est toujours une question de prix. Donc après, les gens se logeront aussi par rapport à leurs moyens. Et on voit ça. Donc c'est vrai qu'effectivement, par rapport aux nouveaux bâtiments neufs que nous avons, c'est sûr qu'en étant au centre de Dijon, où ils seront vraiment, il faut qu'ils aient tout. Mais on le voit aussi de plus dans nos copropriétés anciennes. Les gens nous ont demandé, oui, tout de suite, première chose, la fibre. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un développement sur Dijon et sur Chalon-sur-Saône. Et on a vu, par exemple, qu'effectivement, les immeubles qui n'étaient pas encore fibrés, on a relancé les dossiers pour que ça aille plus vite. Voilà, on a vu aussi de plus en plus où des gens, on a vu des petites copropriétés anciennes sur Dijon avec des cours qui étaient plus ou moins aménagés, oui, en gravier quelque chose. Les copropriétaires nous ont dit, tiens, ça serait pas mal qu'on la pave et qu'on puisse éventuellement faire un espace commun pour de réinventer, en fait, de se réinventer. Et aussi, même chose importante, c'est dans les logements anciens, on a vu aussi du lien social qui s'est remis. On a vu par exemple, alors c'est ce que je disais toujours dans une de mes copropriétés, on avait une petite grand-mère du rez-de-chaussée, j'ai vu que des jeunes leur faisaient des courses. Et en fait, on a vu ça, et en fait, le vivre ensemble va être un peu changé. Donc c'est vrai qu'effectivement, je pense que les gens seront plus regardants, et les gens nous demandent, ça se passe comment dans la copropriété, est-ce que les gens s'entendent bien, ainsi de suite. Quand on visitait, et souvent on voit dans certaines visites, les gens, quand ils voient quelque chose, on y est bien dans votre copropriété, est-ce que ça se passe bien, voilà. Vous voyez, il n'y a pas. Donc c'est un phénomène. L'humain a vraiment pris une part importante. Oui. On avait déjà une grosse part d'humain, parce que nous, franchement, c'est un achat important. Hein. Nous, l'immobilier, on ne peut pas dire, c'est pas comme une paire de chaussures, vous ne pouvez pas le renvoyer sous 15 jours par Amazon. Nous, ça veut dire que quand les gens s'engagent, ils s'engagent pas longtemps. Mais c'est vrai que maintenant, il y a l'appartement lui-même, mais il y a aussi l'environnement. Donc dans les bâtiments neufs, c'est vrai qu'effectivement, comme dit M. Rui, ça a été créé. En fait, ils ont fait. C'est vrai que maintenant, ça fait même 10 ans, on fait toujours des immeubles avec des espaces extérieurs, avec des jardins intérieurs même. Et nous, dans l'ancien, c'est ça, les gens regardent ça aussi. Et regardent l'environnement. L'environnement global. Alors certes, il y a la notion de bruit par rapport à la rue, mais des fois, l'intérieur de la copropriété. Et c'est vrai que de plus en plus, quand on visite, les gens nous disent, on se tait quelques instants, on voit si on entend les nuisances sonores des voisins, ainsi de suite. Alors justement, ça va dans le sens de ce que j'avais trouvé, parce que j'ai préparé cette émission avec quelques chiffres. Et selon l'Observatoire du moral immobilier, 53% des acheteurs déconfinés privilégient un accès à Internet. Effectivement, vive le télétravail, vive la le numérique en tous sens. Oui, ceux qui n'étaient pas équipés ont souffert. Oui, j'imagine volontiers, oui. Ceux qui n'étaient pas équipés ont souffert, et ceux qui étaient bien équipés ont trouvé que le télétravail c'était faisable, mais c'est la condition sine qua non, c'est d'être bien connecté. Et même pour nos entreprises, quand nos collaborateurs étaient en télétravail, j'ai bien vu ceux qui étaient dans des endroits un peu éloignés, qui n'avaient pas forcément une connexion, et eux, ça les a pénalisés. Donc c'est vrai qu'il faut repenser ça. Et c'est vrai que maintenant, on va arriver vers ça, vers une connectivité permanente, parce que les gens sont tout le temps connectés. Et donc oui, ça sera un des premiers, un point plus. Et puis ils vont garder aussi une deuxième chose. Maintenant, avec l'évolution du diagnostic performance énergétique, on va regarder. Les gens regardent ça aussi. Ils regardent le côté un peu écologique de dire, tiens, alors est-ce que c'est bien isolé, ainsi de suite. Ça aussi, ce critère-là qui était un petit peu délaissé, je vois que les gens redemandent par rapport à ça. Et surtout, qu'est-ce que va faire, notamment dans les appartements, moins dans les maisons. Mais parce que dans les maisons, on peut le faire. Je veux dire que les gens. Ils peuvent faire les travaux intérieurs comme ils veulent. Dans une copropriété, c'est dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a prévu avec en plan pluriannuel de travaux pour améliorer l'isolation, pour améliorer ainsi de suite, pour voir aussi cette économie par rapport à un coût de chauffage. Voilà. Alors, on parle beaucoup là principalement de villes comme Dijon ou encore Besançon, les grandes villes qui se reconstruisent sur elles-mêmes. Mais qu'est-ce qu'il en est pour
les petites communes? Est-ce que notamment les promoteurs investissent aussi les plus petites communes, puisque 25% des Français envisagent de devenir propriétaires dans une petite ville, c'est-à-dire moins de 20 000 habitants, alors que ce soit d'une maison ou même d'un plus grand appartement. Donc est-ce que les promoteurs investissent aussi les plus petites communes? Pas beaucoup. Pas beaucoup parce que le mode d'habitat dans des petites communes est quand même très peu l'habitat collectif et que la promotion immobilière se concentre principalement sur l'habitat collectif, même si j'ai un certain nombre de mes confrères qui font effectivement des maisons, mais c'est moins un produit classique pour les promoteurs. Je pense que ce besoin de plus petites villes, c'est effectivement un besoin de proximité, c'est un besoin de retrouver de l'espace. Et je pense que c'est globalement une orientation plus sur l'habitat individuel que sur l'habitat collectif. On va plutôt être sur de la maison. Néanmoins, il arrive même autour de Dijon de trouver dans certaines petites communes des petits logements collectifs. Bien sûr, on trouve des R2, R+2 ou des choses comme ça. Est-ce que ce sont des choses qui pourraient se développer selon vous dans l'avenir? Oui, oui, tout à fait. C'est des choses qui existent, c'est des choses qui peuvent se développer. Après, ça correspond aussi à des programmations ou à des volontés politiques ou pas de développer ce type d'habitat qui est plus ou moins bien perçu, plus ou moins bien accepté dans ce type de commune. Voilà, c'est toujours l'implantation d'une nouvelle opération immobilière, la construction neuve, c'est toujours un élément qui doit être accepté et qui doit faire partie et d'un plan et qui doit avoir sens par rapport à un projet politique, la plupart du temps, de développer de sa commune, de rendre du logement disponible pour de nouveaux habitants, correspondre aux demandes ou aux usages d'une certaine catégorie de population. Voilà. Ça existe, à mon avis, c'est amené à se développer effectivement mais sur des zones quand même de couronne, voilà, de première couronne, deuxième couronne, mais de grandes métropoles. Parce qu'ensuite, il y a quand même dans notre région qui est effectivement un marché non tendu de l'immobilier, qui a d'énormes avantages, à savoir qu'on est sur un marché d'utilisateurs la plupart du temps, c'est-à-dire que ça soit les gens habitent investissent pour eux, pour y habiter, ou ils investissent pour placer leurs économies, mais c'est un marché qu'ils maîtrisent, ils le font à côté de chez eux, dans un marché rassurant, ce qui fait que je suis parfaitement d'accord avec M. Millet, on n'a jamais de grandes envolées de prix et jamais de vraies baisses de prix sur la région. On a quand même des phénomènes extrêmement lissés, ce qui est très rassurant pour le secteur immobilier, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un marché spéculatif, on est sur un marché d'utilisateurs, utilisateurs propriétaires, utilisateurs locataires, mais un marché d'utilisateurs. Personne achète sur Dijon ou en Bourgogne-Franche-Comté de façon beaucoup plus large en espérant faire un investissement spéculatif pour prendre 200% dans les 5 ans. Tout le monde profite des hausses de prix qui existent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sont haussières, naturelles, et tout le monde ne s'en porte pas plus mal. Mais personne ne s'attend à prendre 10% ou 15 ans, ou en tout cas personne n'achète et n'investit dans cet unique but-là. Et c'est à la fois, j'imagine, rassurant tant pour l'acheteur que pour le vendeur. Bah oui. Et que pour les professionnels que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, quand vous investissez dans l'immobilier dans nos régions, vous êtes certain de la sortie au niveau de la revente et de ne pas avoir de chute de prix, ce qui encourage et qui donne confiance au marché. Et je pense que la confiance dans le marché, c'est ce qui est le plus important pour faire en sorte qu'il soit stable et régulé et dynamique, quoi. Enfin, c'est hyper important. Alors, c'est bien beau tout ça de vouloir investir, que ce soit dans l'ancien ou que ce soit dans le neuf, que les Français veuillent déménager pour plus grand, plus loin, plus vert ou tout ce qu'ils veulent. Mais il y a quand même une condition sine qua non, c'est qu'il faut que la banque, elle suive. Alors, quelles sont les tendances, vous qui êtes en lien aussi avec les professionnels de la banque, quelles sont les tendances, que ce soit dans l'ancien, M. Millet, ou dans le neuf, M. Rouy? Les banques, est-ce qu'elles répondent ou pas? Mais elles jouent le jeu. Ah, vous me rassurez, M. Millet. Non, mais elles jouent le jeu, elles ont toujours joué le jeu. À un moment donné, je pense on avait une dérive, et on s'en souvient de la crise financière, où à un moment donné, on pouvait permettre à des personnes d'emprunter à 110, 120% avec des travaux, avec zéro d'apport. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand j'ai fait mon premier achat immobilier, on me disait il faut que vous ayez les frais notariés, c'était la condition. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'avais demandé un prêt familial à mes parents pour démarrer, et puis c'était comme ça. Donc, les jeunes, on leur demande ça. Mais les banquiers, les banques jouent le jeu. Les taux, au début, on nous a dit qu'après la sortie, les taux allaient augmenter.
ils sont en train de rebaisser à nouveau. Alors effectivement, on ne peut plus emprunter sur 30 ans, mais est-ce que c'était raisonnable? Effectivement, il faut avoir un minimum d'apport. Et effectivement, il ne faut pas plus de 33% de taux d'endettement, mais c'est heureusement, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on crée qu'on vende et que derrière, les personnes qui ont acheté dans 2 ou 3 ans n'arrivent plus à rembourser et qu'on voit que quand on est au-delà de ce fameux 33% d'endettement, les gens ont du mal à rembourser. Il suffit qu'ils aient un incident de la vie, une voiture a changé, ils sont bloqués. Non, les banques sont rationnelles. Et je trouve en plus qu'on a l'avantage aussi dans notre région, c'est d'avoir des caisses régionales. Et ces caisses régionales, c'est un pouvoir de décision qui est local. C'est-à-dire que c'est sur Dijon. Au pire, c'est le Grand Est pour certaines à Strasbourg. Donc ça veut dire qu'entre un moment où les gens ont donné leurs documents, et on a pratiquement une réponse sous 10 jours. Et souvent, même maintenant, c'est encore mieux. C'est que les personnes, on les a commencé à les éduquer en disant, quand on leur disait, vous allez faire un emprunt, les gens nous disaient au début, il y a encore 15 ans, ça ne vous regarde pas et tout. Maintenant, les gens, ils viennent carrément avec une simulation en disant, j'ai fait mes démarches bancaires, je sais à quoi je vais avoir droit, donc ainsi de suite. Donc, ils ont déjà fait leur budget, comme je dis, ils sont de plus en plus informés. Donc, nous, c'est un gain de temps phénoménal. Mais non, les banques jouent le jeu. Donc, voilà, ça, c'est encore une fake news de se dire, les pauvres, on a pu pouvoir emprunter, c'est terrible. Voilà, non. Non, mais c'est bien. Au moins, on a l'occasion de le dire. Les banques suivent. Vous êtes On d'accord? n'a pas plus de refus de prêt qu'avant. C'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas solvables et qui n'étaient pas finançables avant, ils ne le sont pas plus. Ceux qui l'étaient avant, à l'épaisseur du trait près de quelques conditions effectivement un peu plus drastiques. Mais à côté de ça, c'est normal. Les banques, elles doivent faire bien plus attention. C'est dans la logique économique du moment. On est dans une période quand même difficile économiquement, que tout le monde regarde un petit peu plus à qui il prête, avec qui il travaille, la façon dont les conditions de ses contrats. C'est d'une logique implacable. Quand c'est l'euphorie, on regarde moins les choses. Quand ça devient un peu plus dur, on regarde un petit peu plus les petites lignes. C'est d'une logique implacable. Les banques le font, c'est normal. Je pense que toutes les entreprises le font. Et aujourd'hui, la conséquence, c'est que ça continue à prêter. À tous ceux qui sont solvables trouvent aujourd'hui à emprunter à des conditions extrêmement raisonnables, à des conditions qui, il y a encore 5 ans ou 10 ans, on n'osait même pas imaginer qu'ils puissent exister. Exactement. La réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des taux d'emprunt et des conditions bancaires. Il y a 5 ans ou il y a 10 ans, vous aurez dit ça, ça n'arrivera jamais, quoi. Et aujourd'hui, pourtant, c'est là, et ça fait plusieurs années que c'est là. Et la tendance à moyen long terme paraît quand même sur la même ligne. Alors, on a un peu parlé des investisseurs, mais j'aimerais vous demander aussi à chacun la part des investisseurs, quelle part ils représentent dans les ventes que vous réalisez, peut-être qu'ils sont plus importants sur l'habitat neuf, sur le logement collectif. Monsieur Rouy, quelle est la part d'investisseurs? Donc aujourd'hui, avec la Fédération des promoteurs immobiliers, donc on a un observatoire du logement et des ventes sur la région. Aujourd'hui, la part des investisseurs, elle représente aux alentours de 65% dans le neuf. Ah, voilà. C'est énorme. On achète plus du neuf pour investir qu'on achèterait du neuf pour se loger. En tout cas, en volume, sur le volume total qui représente entre 700 et 800 logements sur l'agglomération dijonnaise, par exemple en 2019, c'est à peu près ce pourcentage-là qui ressort en termes d'investissement. Donc on investit beaucoup dans l'immobilier neuf en termes de placement. Parce que c'est plus simple à louer, parce que c'est plus simple à gérer, parce qu'il y a des avantages liés au neuf pour encourager la production de neuf. Avantages qui sont des avantages fiscaux pour les tels que la loi Pinel. Voilà, tels que la loi Pinel pour les gens qui investissent dans le neuf, pour encourager la production de neuf, pour permettre simplement au fait que le neuf puisse être produit et puisse répondre à la demande. C'est-à-dire que j'en profite pour répondre. On se pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'on construit du neuf? Pourquoi est-ce qu'on construit du neuf? Pourquoi est-ce qu'on construit? Mais oui, c'est tellement bien l'ancien, n'est-ce pas, M. Millet? On construit du neuf tout simplement parce que dans une région comme la nôtre, qui n'est pourtant pas une région la plus dynamique en termes de population, il y a un solde de population qui est positif, c'est-à-dire qu'il y a 2000, 3000, 4000 personnes de plus dans la région tous les ans. Ça correspond à plusieurs milliers de logements, sachant qu'aujourd'hui, un logement, c'est entre 1,5 et 2 personnes maximum par logement. Vous faites le compte, chaque fois que dans la ville de Dijon, il y a 1000 personnes de plus, c'est 600, 700 logements qu'il faut construire, rien que pour l'accroissement de la population, sans compter les nouvelles façons d'habiter, les nouvelles façons de cohabiter. La cellule familiale qui, en termes de nombre de personnes par foyer, ne fait que diminuer depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a
je vais dire des Les bêtises, familles mais il y a 20 ans, monoparentales. un foyer, c'était 3 personnes. Aujourd'hui, c'est 1,8 par exemple, ou 2. Donc il faut un nombre de logements bien plus important, qui ne sont plus les mêmes qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait des grands appartements. Maintenant, on est sur des surfaces plus petites. On s'aperçoit que dans un couple, il peut y avoir 2 appartements, où chacun habite de son côté. Il y a plein de nouveaux usages, de nouvelles façons d'habiter qui font qu'il y a un vrai besoin. Et puis le logement neuf a quand même beaucoup d'avantages en termes de performance, correspond aux usages. Les surfaces, même si elles sont plus chères qu'en transaction, elles correspondent plus aux usages et au goût du moment en termes d'optimisation d'espace. Voilà un peu pourquoi on continue à construire du neuf, pourquoi on continue à investir dans le neuf. Mais il reste une part quand même non négligeable d'acquéreurs qui achètent pour leurs propres usages. Mais ils sont moins de la moitié. Oui, mais moins c'est de la neuf, même chose. en fait. Enfin, cette statistique, je pense que sur l'agglomération dijonnaise, elle est plutôt inférieure à ce qui se passe au niveau national. Ce qui marque qu'on a un marché non spéculatif, parce que plus le marché va être spéculatif, plus la part d'investisseurs va être importante. Des grandes métropoles régionales du sud-ouest, pour ne pas les nommer, on est sur des taux qui sont bien plus importants que ça. Parce que là, on est sur un marché un peu plus spéculatif que celui de Dijon, mais qui correspond quand même à un besoin. C'est-à-dire que les logements, on ne construit pas des logements pour s'il n'y a pas d'usage. C'est-à-dire que derrière un investisseur, il y a un locataire. C'est-à-dire que si les gens achètent dans le neuf, c'est que derrière, ils trouvent à louer via des agences immobilières, c'est des logements qui rentrent dans le parc de la transaction à partir du moment où ils sont livrés. Et c'est des logements qui, je pense que M. Millet ne démentira pas, qui rencontrent un franc succès auprès des locataires. Alors justement, M. Millet, est-ce que ces logements anciens, quelle est la part d'investisseurs vous concernant? Alors nous, c'est pas le même volume, c'est logique parce qu'en fait, il y a un avantage aussi dans le neuf, c'est par rapport aux lois fiscales. Et tout le monde ne rentre pas dans la loi fiscale parce que tout le monde n'a pas un avantage par rapport à leur imposition. Et souvent, nous, c'est plutôt aux alentours de 20 à 25% parce que les gens, en fait, voient que l'immobilier, c'est la pierre refuge, c'est un placement, comme on disait, de bon père de famille. Se dire que maintenant, vous voyez que le livret A, maintenant, je crois qu'il doit être à 0,5, c'est-à-dire pas grand-chose, que les placements financiers, même les contrats d'assurance vie, on est à 1,2, 1,3%, donc ça peut monter avec des placements à risque où on peut perdre son capital jusqu'à 3%. Les gens se disent, l'immobilier, ça va rester. Et si demain, pour X ou Y raison, donc c'est pour ça qu'ils souvent, de plus en plus, c'est des investissements intergénérationnels. Vous savez, souvent, moi j'ai des personnes qui disent, tiens, on va voir pour acheter, pour faire une SCI familiale. Nous, ça va nous faire un complément de retraite, on va garder l'usufruit, on donne la nue propriété à nos enfants, comme ça, notre décès, ils sont propriétaires. Et nous, ça nous fait une rentrée d'argent qui nous fait un complément. Et derrière, voilà. Donc c'est pour ça que nous, l'investissement, nous, on récupère les investisseurs qui n'ont pas des avantages fiscaux importants, qui n'ont pas une fiscalité très importante. Puis l'avantage aussi des logements neufs, c'est que c'est des logements anciens de demain. C'est un peu rigolo, mais c'est vrai que nous, on a un avantage aussi. Et ça a permis, grâce aux constructions neuves, c'est qu'on a quelque chose à louer, les gens comparent aussi. Et c'est vrai que nous, il y a des bailleurs qui disent, tiens, il faut que j'améliore mon logement ancien. J'arriverai jamais au neuf, mais par contre, j'ai le cachet de l'ancien. Et si j'améliore les performances énergétiques, ainsi de suite, et de confort, notamment, oui, avant, louer un appartement avec une cuisine équipée, c'était un plus. Maintenant, si on l'a pas, c'est un moins. Et ça se loue moins bien. Donc voilà, c'est un tout. Donc grâce au neuf, on voit que les technologies ont avancé, on améliore aussi l'ancien. On améliore l'habitat ancien. Et c'est vrai qu'on a cette chance-là aussi dans notre région, c'est que quelque chose qui n'est pas aux normes, qui est insalubre, ne se loue pas. À la différence de grandes métropoles où il y a des marchands de sommeil qui sont là. Nous, c'est ça. C'est que si ça ne correspond pas à des critères de vie, ça ne se loue pas. Donc voilà, donc on a aussi l'avantage du neuf, permet d'améliorer l'ancien, vers des critères. On tend vers notamment, je vous dis, la consommation énergétique. Des appartements anciens qui étaient en H, dans le neuf, ils sont forcément en B. Nous, si on arrive en D, dans l'ancien, c'est extraordinaire. Et les gens sont contents et ils voient la réalité. Non, les investisseurs, on les a, mais je vous dis... Je partage exactement la même opinion. C'est-à-dire qu'on entend souvent la petite musique qui oppose le neuf à l'ancien en disant il y a de la vacance dans le parc ancien, donc il faut arrêter de construire du neuf. Je pense que la réponse, elle est tout inverse. C'est-à-dire qu'il y a de la vacance dans le parc ancien parce que c'est de l'ancien et parce que si les propriétaires faisaient les investissements nécessaires pour remettre au goût du jour ou remettre au niveau leurs appartements, ils seraient loués.
Et ce n'est pas de dire on va arrêter de faire du neuf pour renvoyer les candidats locataires dans des appartements qui ne sont pas au niveau parce que les propriétaires n'ont pas fait les travaux nécessaires pour que ça soit confortable, bien chauffable, avec un niveau décent d'équipement. Voilà, c'est deux activités de l'immobilier qui vont complètement de pair et qui sont complètement complémentaires et qui font qu'aujourd'hui, je pense qu'on a une bonne qualité d'offre sur le parc ancien et sur le parc neuf pour loger nos concitoyens et proposer des conditions très décentes de logement. Alors, si je vous comprends, si je vous écoute depuis tout à l'heure, je me dis que c'est encore le bon moment pour acheter. Les taux sont encore bas. Le marché, qu'il soit dans l'ancien ou dans le neuf, est plutôt intéressant et attractif, qu'il est stable actuellement. Donc, achetons. Ou louons, en tout cas. On arrive même des fois à certains calculs où, par rapport à un prix équivalent d'un loyer, vous pouvez devenir propriétaire. Et en plus, maintenant, ou avant, quand les gens achetaient encore il y a 15 ans, c'était leur achat de leur vie, ils étaient sûrs de rester 20 ans. Moi, souvent, je dis à des jeunes, vous essayez quoi ? Vous commencez votre vie active, achetez plutôt que louer. Et dans 5-6 ans, si votre couple évolue, si à un moment donné, votre situation financière s'améliore par rapport à votre travail, ainsi de suite, et bien cet investissement-là, vous allez le garder, vous allez le louer. Et en fait, c'est un cycle de vie. Et après, ils pourront peut-être acheter un appartement neuf, parce qu'aussi, on a des personnes aussi, les 35% de non-investisseurs dans l'ancien, c'est souvent des personnes âgées qui se disent « c'est mon projet de vie, c'est mon dernier appartement, donc je le veux confortable ». Donc, vous voyez, cette chose-là. Donc, c'est vrai que souvent, nous aussi, on travaille en bon binôme avec le neuf, c'est que souvent, moi, j'ai des personnes qui disent la maison, les enfants ne vont pas la reprendre, j'ai 150 mètres carrés, j'ai trop grand jardin, je vais vendre pour aller acheter quelque chose au centre-ville parce que, effectivement, au centre-ville, dans les nouveaux, j'ai tout au pied de l'immeuble, j'ai le tramway qui n'est pas très loin, je peux me déplacer, je peux voir mes amis dans le centre-ville. J'ai un ascenseur, je suis aux normes accessibilité pour faire en sorte que si j'ai un accident de la vie, si je me retrouve un peu plus en difficulté, je peux me déplacer dans mon appartement, je peux prendre l'ascenseur, je peux aller dans mon garage qui est en sous-sol, je peux sortir de plein pied, j'ai les commerces à proximité, la vie devient plus simple. Et on a des prix raisonnables. Notre région, Bourgogne-Franche-Comté, on a des prix raisonnables par rapport à d'autres régions. Ça, c'est très important, vous verriez, effectivement, par rapport à des villes du Sud et ainsi de suite. Voilà. Et puis, comme il fait de plus en plus chaud, et que, donc, on n'a même plus besoin, bientôt, on aura bientôt des vignes en Normandie. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, donc pourquoi pas. Il y en a déjà. Il y en a déjà, voilà. Mais voilà. Donc, c'est vrai que voilà. Donc, on attend de voir ce que ça donne. Alors, et puis, pour compléter ce que vous disiez, j'ai rencontré la Chambre des notaires récemment qui me disait qu'on reste propriétaire de son bien en moyenne 7 à 8 ans. Donc, il y a vraiment aussi un changement régulier qui se fait au niveau des propriétaires. Messieurs, ma dernière question, quel regard portez-vous chacun de votre côté sur le marché immobilier de demain? Même si j'imagine qu'il est un peu plus difficile que les autres années de se projeter, comment vous le voyez? Comment vous le sentez? Comment ce marché immobilier en Bourgogne-Franche-Comté? Monsieur Millet. Eh ben, nous, en tant qu'agent immobilier, il faut qu'on soit de plus en plus performant et qu'on donne de plus en plus de conseils aux gens. Ça veut dire qu'on n'est plus simplement à pousser une porte en disant voilà une cuisine, voilà un WC. Voilà, non, je veux dire que nous, on est devenus de plus en plus conseils. Les gens nous demandent de plus en plus de conseils par rapport. Et c'est assez marrant, les gens disent je vais acheter, mais est-ce que vous pensez que ça va être un bien qui va être facilement revendable? Vous voyez, ils se projettent déjà aussi. Et alors, des fois, où j'ai des personnes qui disent non, j'achète un bon prix parce que je sais que je vais rester un bon moment. Alors que quand les gens me disent écoutez, moi, je sais que je vais être risqué d'être muté dans 5 ans, est-ce que ce que vous me vendez, je vais pouvoir le louer ou le revendre? Donc, oui, on a un marché, l'immobilier reste une valeur refuge et je vis dans une région qui est stable, avec des prix stables et des taux d'intérêt stables. L'immobilier de demain se tendra aussi vers la numérisation, vers le numérique, vers la digitalisation. Mais non, je pense qu'on a cette chance-là. Et puis, on a une chance extraordinaire par rapport à d'autres. On ne peut pas délocaliser nos maisons. Ça veut dire que demain, l'outil, on ne peut pas le prendre, on ne peut pas le prendre et l'emmener. Donc, c'est notre chance. Ça veut dire que nous, on sera toujours locavore. Je veux dire qu'on sera toujours... La maison, elle ne pourra pas bouger. Et on a l'avantage aussi, c'est que les villes, on voit qu'elles sont en train de redistribuer leur système de transport, le train, ainsi de suite. On le voit bien avec le tramway. Et quand elle est une ville ouverte, l'avantage qu'on a, c'est qu'elle est une région ouverte et qui est toujours de passage, parce que ça sera toujours une région de passage. L'immobilier se portera bien. Monsieur Rouy, vous partagez ce point de vue sur la tendance de l'avenir dans l'immobilier et notamment je partage un point de vue très optimiste sur l'immobilier parce que c'est un besoin primaire de nos concitoyens. Sur ça, je suis parfaitement d'accord. C'est vrai qu'un toit, c'est toujours utile.
On a une grande responsabilité dans nos métiers, effectivement, parce que nous, au niveau de la promotion, on crée le cadre de vie de nos concitoyens pour demain. On a une grande responsabilité sur le sujet, c'est un sujet très enthousiasmant. L'immobilier de demain, il sera aussi avec de plus en plus de services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos clients, ils attendent du service, du service et du service. Du service pour créer le logement dont ils ont besoin, le logement qui leur ressemble. Le logement qui est bien conçu et bien pensé, dans lequel ils vont vivre heureux, dans un cadre confortable. Je rajouterais effectivement qu'aussi au niveau de l'immobilier, on a quand même la chance aujourd'hui de bénéficier de l'attractivité, la nouvelle attractivité d'une métropole. Sur la métropole de Dijon, du coup, qui est quelque chose de très positif, qui attire effectivement et de la population et un certain dynamisme. Qui est très encourageant pour l'avenir et qui permet, je pense, sans aucun souci, de se projeter avec optimisme sur les années qui viennent au niveau de l'immobilier dans la région. Eh bien, parfait. Donc, un avenir optimiste pour vous, messieurs, sur l'immobilier de demain en Bourgogne-Franche-Comté. C'est la fin de notre émission L'Avenir en Région. Merci, Monsieur Millet. Merci, Monsieur Rouy, d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de L'Avenir en Région. Et d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas les gestes barrières. À bientôt.